On est le 1er décembre. Là, le sprint est lancé. Ben, faut pas capoter. Faut pas capoter. Stressez-vous pas avec ça. Ben, chez nous, en tout cas. Hein? Les autobus électriques, j'ai parlé de ça. J'ai dit, ben, ceux qui veulent des autobus électriques, c'est votre problème. Ben, pas tout à fait. Je dois m'excuser. Je vais vous dire pourquoi. La SAQ, on m'a envoyé une convention collective qu'ils sont en train de signer. On veut pas ça. Non, j'en ai parlé souvent. Il y a un élément qui me fatigue beaucoup là-dedans. Nordvolt est en Chine en ce moment, est en train de parler avec des Chinois. Se réinventer, c'est pas juste une histoire d'employeur. Hein? Il faut que les employés participent, on va parler de ça. Justin qui est allé voir Trump, hein? Ça vous fait-tu penser à quelqu'un qui se sépare puis qui dit à l'autre faut que je te parle, parce que ça se passe juste par texto, puis là, OK, ben viens, mais ça ne changera rien, là, mais j'accepte que tu viennes. Comment ça vaut Hasbro, le propriétaire de Monopoly? Ben, Elon Musk se pose la question. Le 1er décembre 1975, je vous amène. Allez voir. Non, il y a un bon show aujourd'hui. L'économie recule. Est-ce qu'on devrait créer une réserve de Bitcoin pour les pays? Une nouvelle façon de congédier les gens, mais c'est pas vraiment nouveau, mais ça sort de plus en plus. Google, c'est pour les vieux. Et finalement, Montréal a son taxi rose. On n'a pas eu la ligne rose, mais on a un taxi rose. Plusieurs petites choses avant de commencer. Vous savez que j'ai pas de code promo. On donne quand même des choses. Hein? Notre échantillon de parfum, on va donner à l'occasion, on va donner des crayons, on va donner des choses promotionnelles, on va vous faire découvrir un savon. Donc oui, on vous donne certaines choses, mais il n'y aura pas de rabais de 50-60%, mais je suis pas le seul. Hein? Bon, il y a Jeremy Clarkson que je vous ai montré, je viens de voir une autre compagnie qui vient de faire la même chose, Marilou Design, puis il y en a plusieurs, parce que il y a plusieurs entreprises qui pensent comme moi aussi, où on doit pratiquer une politique de prix juste et abordable à l'année. Et on n'a pas de rabais à vous offrir exceptionnel, parce que ça voudrait dire qu'on vous vendrait plus cher le restant de l'année. Admettons que je vendrais mon Panattone, 25$. Ah ben non, ça c'est la concurrence qui vend ça. Hein? Mais mettons là, OK? Puis là, je vous dis rabais hein, du Black Friday, il est à 9,99$. C'est le prix qui est en ce moment. Donc, tu sais, vous comprendrez que vous ne viendrez pas. On n'est pas dans le même domaine, mais même dans le linge, il y a plusieurs entreprises qui pratiquent ça. Puis il va falloir peut-être changer. Là. C'est pas normal d'avoir des rabais de 40, 50, 60%, à moins que ce soit du passé date, tout simplement. Hein? Donc, voilà. Merci d'être là. J'espère que... j'espère. Je pense que si vous êtes là, vous êtes intéressé et j'apprécie un like. C'est mon moment de quêtage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fonctionne et c'est comme ça. Hein? Ceux qui sont intéressés à jaser vers midi, entre midi et 1h, je suis toujours là maintenant en direct sur YouTube, entre idéalement midi et demi. Mais ça dépend tout le temps si je suis pris entre deux affaires. Là, donc, merci de venir jaser aussi. Un petit 20 minutes, hein? Un petit 20 minutes après le lunch, on prend un café puis on continue notre journée. Se réinventer maintenant. Hein? C'est pas juste l'affaire des entreprises. Bien évidemment, lorsqu'on parle de se réinventer en ce moment, on a un exemple concret. On a Post Canada. Post Canada qui doit se réinventer. Et je vois plusieurs entreprises qui sont en train de se réorganiser totalement avec la grève de Post Canada. Et il ne faut pas que le gouvernement s'en mêle. Hein. Il va falloir que les postiers. Il y a quelqu'un qui m'a fait une blague tantôt. Il m'a dit, écoute, avant, je voyais mon postier, il arrêtait à midi de mon facteur, parce qu'il avait fini sa route à midi. Il dit, là, je le vois sur les lignes de piquetage jusqu'à 4h l'après-midi. C'est drôle, pareil.
Mais il va falloir qu'ils se réinventent. C'était totalement suicidaire d'aller demander une augmentation de 22% alors que, sur 4 ans, là, alors que l'entreprise perd autant d'argent. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu t'assoies. Il va falloir que les syndicats changent et qu'ils s'assoient avec la partie patronale, que je déteste. Il n'y a pas de partie patronale, puis il n'y a pas de syndicat. On est un tout. Et quand on travaille dans une entreprise, à un moment donné, on doit participer à l'effort de rentabilité. Vous voulez travailler pour une entreprise qui est rentable. Vous voulez. Vous voulez pas travailler. Regardez, si Post Canada était rentable, si le syndicat avait été proactif au fil des décennies, hein, en regardant ce qui se passe ailleurs, en venant voir la partie patronale, puis regarde, nous autres, on veut ces changements-là parce qu'on veut protéger nos jobs. Mais qu'est-ce qu'on fait pour protéger nos jobs? On met des conventions collectives où on indique que tu n'as pas le droit de congédier. Vous voyez que ça fait pas de sens. Hein? Ça fait pas de sens. Le parti syndical, si elle veut augmenter ses membres, ce n'est pas en mettant une convention collective en disant tu peux pas congédier. D'ailleurs, ça devrait être complètement interdit, puis je vais en parler tantôt. Ça n'a pas sa place dans notre société aujourd'hui. Surtout que les grèves, la plupart des grèves, écoute, 5 fois plus de grèves dans les entreprises publiques et quasi publiques. Donc, ce sont des gens qui prennent le public en otage. Et non seulement, Post Canada, ils pensaient prendre les gens en otage. Ben oui, on est un peu en otage parce que faut se réinventer. On était obligé de se réinventer pendant la pandémie. Hein. Bang, il n'y a plus d'économie. On s'est réinventé. C'est ça le rôle de la société, de se réinventer constamment. Mais les syndicats viennent toujours avec leur façon de faire, d'arriérer, on va les prendre les gens en otage. Et il ne faut plus faire ça. Parce qu'à un moment donné, c'est pas normal que ce soit les entreprises qui travaillent pour le gouvernement qui sont le plus souvent en grève ou les entreprises qui sont en quasi-monopole, donc CN, CP, comme on a vu dernièrement, les ports où on est obligé à un moment donné de dire, regarde, le gouvernement doit s'en mêler. Ici, Post Canada, c'est parce qu'on est capable de se réinventer. Il y a quelques check in the mail, là, il y a des entreprises qui vont utiliser cette excuse-là. Hein? Ah, je t'ai envoyé le chèque par la poste. Non, regarde. Annule-le, là, fais-moi un virement de transfert, je vais avoir mon argent. Là. À un moment donné, on ne sait pas quand ça va sortir. Puis sincèrement, pensez-vous vraiment en ce moment que ça va se régler avant Noël? Absolument pas. C'est pas à veille de se régler. Mais il faut revoir le rôle syndical. Il faut que le syndicat se fasse une introspection et qu'il se dise, faut qu'on revoie notre façon de penser. Mais ils veulent pas, parce que ce sont tout le temps des gros bras, puis la confrontation, puis on va y faire plier la maudite gang patronale. Ben oui, mais ça marche plus comme ça. Les Post Canada ont l'air vraiment... on regarde ça, là, puis on regarde, sincèrement, t'es vraiment en grève, considérant l'état des finances de ta compagnie, vraiment, puis qu'on est capable de se revirer comme ça, pour se revirer de bord, ben vous allez payer le prix. Solide. Puis c'est pas normal qu'il y ait 5 fois plus de grèves dans les entreprises publiques que dans le privé. Justin est allé voir Trump rapidement. Il n'a pas fait d'annonce. Tu sais, quand moi je me suis déjà séparé une couple de fois, si ça vous est jamais arrivé, je vous le souhaite. Il y a quelqu'un hier qui m'a dit, je viens de te découvrir ta chaîne. Il dit, je t'écoute, je passe avec mes enfants, avec mes chums. Il dit, t'es fou. Mais non, je suis pas fou. Ben, si vous me trouvez fou, merci d'écouter un fou. Mais non, mais tu sais, quand on se sépare à un moment donné, là, puis là, faut que je te vois, tu sais, parce que là, on pense qu'on va être capable de régler ça en se voyant, tu sais. Il faut se souvenir que Justin a dit, moi, je veux pas Trump, hein? Je veux Kamala Harris. Donc, ça y a pété d'en face. Donc, j'imagine, là, il est allé le rencontrer en privé. Hein? Ben, pas en privé, il est avec Dominique Leblanc et Cathy Telford. Il n'a pas amené Mélanie Joly, puis il n'a pas amené Christophe Freeland. Hein? Il a amené des gens qui ont de l'allure. Je te dis, il ne fait pas exprès pour dire, regarde, j'ai des incompétents avec moi. On est Dominique Leblanc, c'est quelqu'un que je respecte. Je pense que c'est une personne extrêmement compétente et qui a une stature. Hein? À un moment donné, il faut que tu aies quelqu'un qui se tient pas les épaules comme ça, là, qui se tient les épaules par en arrière, puis qui est solide. Tu t'en vas rencontrer Trump. Là.
Mais on sent le mouvement de panique. Hein. Trump doit être mort de rire. Ben oui, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Viens me voir, mon petit garçon. Hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'il jase? Il y a le contrôle. On est, soyons réalistes, là. On est un peuple, on est un drôle de peuple, le Canadien. On est dépendant. On appartient à la couronne britannique. Hein. Notre système est là. Le roi, hein, on a un roi, hein, c'est la couronne britannique. En même temps, on est complètement dépendant affectif des États-Unis. Si les États-Unis font quelque chose, on est obligé de faire de quoi? Donc, c'est spécial dans la situation qu'on s'est positionné. Et bien entendu, quand tu regardes ça, tu te dis, ben, l'État souverain, se séparer de tout ça, puis devenir, ben, avant de penser, ben, il faut, le Québec, il faut penser, OK, mais quelle est ma richesse? Comment je peux créer de l'argent pour ne pas être dépendant? Hein? En ce moment, c'est de l'argent de singe qu'on a. On a une économie riche pour servir les Québécois. On n'a pas une économie riche pour exporter. On exporte du bois d'œuvre à 25 %. On exporte de l'aluminium, 25 %. Il faut voir ailleurs. Il faut voir d'autres débouchés. Comment qu'on peut avoir d'autres débouchés? Bon, on avait la Chine, mais on les fait chier. Fait qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues. Eux autres aussi. On a la gestion de l'offre. Si vous pensez que les tarifs, là, c'est terminé après le 25 %, là, oubliez pas la gestion de l'offre. Trump, là, j'y donne même pas jusqu'à la fin janvier qu'il va dire, ben, parfait, maintenant, on va scraper la gestion de l'offre. Il va revenir. Là. Puis là, les défendeurs de la loi C282 vont dire, ouais, tu vois, là, c'est pour ça qu'il fallait en passer. Ben non, parce qu'il va limiter. Il dit, tu m'enlèves pas la gestion de l'offre, je te fais plus rentrer de bœuf ici. C'est comme ça que ça marche. Là. Bref, hâte de voir ce qui s'est passé, mais comment que ça se passe quand Justin rencontre Trump? Hein? Alors, comme ça, tu voulais pas choisir le pouvoir, mais je suis là. Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Moi, riez pas, là. Je ferai la même chose. Quand je rencontre des gens, des fois, qui me placent sur les réseaux sociaux, que je les rencontre en vrai, là, je dis, t'es sympathique. Je dis, tu m'aimais pas, hein? Je le dis. Hein? Il y a encore eu des manifestations sans violence pour sauver la Palestine à Montréal. Puis, ça me fait penser, à quel moment que des manifestations deviennent une occupation déguisée? Tu sais, à un moment donné, tu peux pas aller manifester, prendre les rues en otage pour la même cause tout le temps. Le droit de manifester, oui, correct, mais toujours la même cause, toutes les semaines, bloquer le centre-ville pour la même cause. À quel moment qu'à un moment donné, on dit non, là, toi, tu n'as plus le droit de manifester. Ça se fera pas, là. OK? C'est comme, je lance une question comme au débatteur. Devrait-on, mettons, c'est Michel Bérère. Devrait-on limiter le droit? Non, il ne fait pas de lui. Le sujet aujourd'hui, devrait-on limiter le nombre de manifestations par sujet? Nos débatteurs autour de la table, il y a François Lambert et François Lambert. Bonsoir, Françoise. Non, mais il faut se poser la question, parce qu'il y a eu 500 manifestations, la plupart pour les mêmes causes, puis la cause est noble, la Palestine, il n'y a pas de problème avec ça. Mais à un moment donné, tu ne peux pas toujours aller manifester. Tu ne peux pas toujours prendre les rues, à un moment donné, tu dis, OK, parfait, tu as eu le droit, là, c'est comme Catherine Fournier, là, tu sais. Grande annonce pour son avenir politique pour juste dire, ben finalement, il se passe rien, je reviens. Hein? Puis je fais de la place aux femmes. Ben correct. Hein? Mais ce qu'il faut retenir avec la grande annonce, c'est que Catherine Fournier est heureuse. Elle aime ce qu'elle fait. C'est pas toujours négatif. Et ça, il faut le souligner. Et c'est pour ça que j'aime cette dame-là comme mairesse, parce que elle n'a pas toujours l'air au bout du rouleau, en train de ne pas écouter personne. A du plaisir, et ça paraît, puis il faut le dire aussi. Mais bon, ça ne méritait pas une grande annonce, là. Donc, tu sais, à un moment donné, faut revoir les manifestations. On peut pas, Montréal ne peut pas être pris sous siège constamment. Et les manifestations à visage voilé, c'est non. La police, elle veut régler ça. Est-ce qu'elle va être capable? À un moment donné, ça vaut la peine de briser la loi, là. Si les manifestations brise la loi puis saccage, que la police fasse la même chose. Là. Quand même qu'une Cour suprême, t'as pas le droit, faut que tu les laisses manifester, tu vas juste des gardes protection publique. Il les saccageait. Donc, voilà. À un moment donné, tu vas en cours. De toute façon,
c'est pas Fadi Daguerre qui va payer, c'est nous autres. Fait que, je te donne la permission. Va dépenser un peu de frais d'avocat, là. Hein? Les meetings, moi, je suis complètement contre les meetings. Tu me dis, on a un meeting, c'est sûr, je trouve toutes les raisons possibles pour pas y aller, à moins que ce soit Marilyn qui me dit, François, j'aimerais ça avoir un meeting après-midi. Voici ce qui se passe. J'arrête tout. Bon dimanche. Hein? Bon dimanche. Je suis en forme. Et selon Elon Musk, un meeting, si vous êtes une dizaine dans des meetings, combien de fois vous vous êtes senti inutile dans un meeting? Tout le temps? De temps en temps? Hein? Bien, selon Elon Musk, dans ses entreprises, la stratégie est telle, encore le meeting, vous êtes plusieurs. Si c'est pas pour toi, tu rencontres après 5-10 minutes, là, c'est pas pour toi, tu sacs ton Canada là. Tu te lèves, tu dis, écoutez, pas d'affaires ici, moi je me retourne travailler. C'est ça. Puis Elon Musk, il dit, ça, là, c'est accepté. Rester dans un meeting, t'as pas rapport pendant 2 heures, c'est là que c'est rude. Tu fais perdre le temps à tout le monde et ton temps, puis à la fin du meeting, si t'as pas participé, t'as rien servi, donc retourne travailler. Il y a des méthodes, Elon Musk, un peu non traditionnelles, mais quand tu penses à ça, hein, c'est correct de caller un meeting, puis après ça, tu te rends compte, écoute, pas pour moi, je m'en vais. Moi, j'aime ça. C'est le temps des sapins de Noël. Ça coûte à peu près 75$ US un sapin de Noël aux États-Unis. Il y en a à peu près pour 22 millions à chaque année. Et à cette ainsi de l'année, à toutes les fois, je me dis, je devrais me lancer là-dedans. Ça prend de 8, 10, 15, peut-être 20 ans, là, dépendamment du grosseur du sapin, peut-être encore plus. Mais à toutes les fois, je me dis, je me lance là-dedans. Puis après ça, je me dis, non, ça prend de la main-d'œuvre pour le tailler. Je me lance pas dedans. Mais à tout le mois de décembre, je regarde des terres, je me dis, OK, cette place-là, je pourrais mettre des sapins de Noël, ça serait beau, puis là, je me dis, non, ça va prendre la main-d'œuvre. J'essaye maintenant de choisir ne pas acheter de nouvel équipement, parce que ça coûte cher, et de deux, de faire des choses où l'automatisation à 100% est presque possible, à part les cuisines, là. Mais sur la ferme, il faut que ça soit automatisé. Comme ma prochaine bergerie, avec le poste de traite, ça va être 100% automatisé. Je ne veux pas aucun employé qui se présente mettre les choses, puis tout ça. Il va y avoir une supervision, mais je ne veux pas créer de l'emploi pour créer de l'emploi, pas en 2000, parce que je vais le faire en 2028 à peu près, 2030, que ça va être terminé. Donc, il faut penser que lorsqu'on pense déjà là, 6 ans d'avance, à penser à l'automatisation. C'est là, c'est comme ça qu'on va devenir plus productif parce qu'on traîne la patte. Et ça commence pas, c'est pas le gouvernement qui va nous rendre productifs, ce sont les entreprises et les entrepreneurs ou entrepreneurs qui vont faire la différence. J'ai beaucoup de sujets aujourd'hui, puis vous voyez les chapitres en bas, donc j'ai pas le goût de couper. J'ai été obligé d'arrêter les journaux. Il y a des fois, il y a trop de nouvelles, puis toutes des nouvelles qui m'intéressent, qui ont le goût de jaser. Donc, prenez sur pause, prenez un deuxième café, puis il n'y a pas de stress ce matin. Donc, c'est dimanche, peut-être une petite tisane. Vous savez qu'on a des tisanes. Si vous ne prenez pas de café, on va changer ça. En prenant votre café, en parenthèse, tisane. Les autobus électriques. Des fois, je passe des jugements. Hein? J'ai passé un jugement l'autre jour sur les prostituées. Il m'avait dit, mais François, il y a des cas, ok, parfait, que je ne savais pas. Là, j'ai passé un jugement sur les autobus électriques. Puis, vous êtes plusieurs qui achetez des autobus électriques. Vous êtes plusieurs qui en achetez parce que vous faites du transport scolaire. Puis, j'ai reçu plusieurs messages. Mais écoute, François, il faut qu'on rectifie quelque chose. Puis, avec raison, je ne savais pas. C'est qu'au Québec, si tu veux faire le transport d'écoliers maintenant, tu te dois d'acheter que des autobus électriques. Donc, tous tes nouveaux autobus, tu ne peux pas acheter du diesel. Et quand même, Girardin, qui est dans même une grosse entreprise, s'est retiré du transport scolaire, probablement parce qu'ils n'ont pas investi dans l'électrique, ça ne le tentait pas. Donc, où ils vendent des autobus ailleurs, mais pas au Québec. Et c'est pour ça qu'on voit plus d'autobus Lyon au Québec, puis que les entreprises sont mal pris maintenant, parce qu'ils ont été forcés à acheter des autobus. C'est quand même... Fitzgibbon, là, il a mis le Québec dans la merde. OK? Donc, en plus d'investir massivement dans des Nordvolt, dans
Taïga, dans le panier bleu, dans Théo Taxi, hein, la transition trop vite, trop de croche, donc il dit parfait. On va favoriser qu'un seul joueur qui est Lion électrique pour s'assurer que tout le monde en achète au Québec. On va dire que tu n'as plus le droit d'acheter des autobus diesel si tu fais. Donc, les entreprises ont été obligées d'investir et là, sont pognées avec une potentielle faillite du gouvernement. Fait qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Hein? On va devoir essayer de sauver Lyon à tout prix. À quel prix? Ben, je ne sais pas. Ou il va falloir sauver ceux qui ont mis de l'argent là-dedans pour dire, regardez, on s'est trompé, puis on va vous compenser. Là. On va vous compenser. C'était un non-sens de maintenir cette obligation-là d'avoir des autobus électriques. On n'était pas prêts, tout simplement. Il y a des gens qui ont payé le prix, des entreprises qui ont payé le prix. Comme s'ils faisaient déjà beaucoup d'argent, ils ont été forcés de faire ça. Ben le risque leur appartenait. Hein, ils auraient pu dire, moi, je ne fais plus de transport scolaire, je ne continue pas là-dedans, ça n'a pas de sens. Mais voilà. Des maudites conventions collectives où on ne peut pas congédier des gens, ça me tape ses nerfs. Et le gouvernement est en train d'en signer une nouvelle, une entente de principe, qu'il a négocié avec le syndicat de la SAQ pour ne pas mettre plus de 30 personnes par année dehors. Tabarnouche, qui c'est qui négocie au nom du gouvernement? On ne peut pas mettre, si l'entente de principe est signée, puis le syndicat recommande à ses membres de signer l'entente de principe, ils vont le faire, ils sont modérés. Sur le nombre d'employés, tu ne peux pas en mettre plus que 30 par année dehors, selon la nouvelle convention collective. Aussi bien dire que tu ne peux pas mettre personne dehors. Comment qu'on peut négocier des foutues conventions collectives alors qu'on est cassé comme des clous, alors qu'on essaie d'être plus productif, alors qu'on essaie de en redonner à notre argent aux contribuables, puis on va signer des conventions collectives, que l'employé soit bon ou pas bon, nul, que la business du vin tombe complètement à terre, que les dépanneurs poursuivent SAQ pour arrêter de vendre des boissons sans alcool, pas plus que 30. Inacceptable. Ça devrait être illégal, ces clauses-là. Ça, là, c'est le genre de clause qui devrait être même bannie. Et c'est un genre de, si j'étais ministre du Travail, au lieu d'empêcher les jeunes de travailler de 14 ans, hein, ce serait le genre de clause que je dirais ça, là. Au Québec, ça n'a plus sa place. C'est de l'arriéré. Vous voulez une job? Soyez productif. Pendant ce temps-là, hein, l'autre fleuron québécois, hein, Nordvolt. Nordvolt est en Chine en ce moment, en train de voir si un des géants chinois de la batterie ne voudrait pas les acheter. Sincèrement. Il n'y a personne qui veut sauver. Volkswagen s'est retiré, BMW s'est retiré. Le gouvernement québécois vient de se faire avoir bien raide avec ses demandures qui n'avaient pas de risque. Hein? C'est ce que Fitzgibbon avait dit, puis François Legault. François Legault, je rappelle, qui est incompétent, hein, qui n'aime pas les PME, puis qui se défend comme étant un ministre, un premier ministre compétent parce qu'il a déjà été en affaires. Bon, on comprend qu'il n'a pas vraiment été en affaires. Là. Il était en affaires par la bande. C'est pas lui hein, qui était le génie derrière Air Transat. Puis je pense qu'il faut le rappeler régulièrement. Parce que lorsqu'on voit des gaffes, par-dessus gaffes dans les investissements qu'il fait, il connaît absolument rien. On comprend pourquoi qui est parti d'Air Transat. Là, maintenant, on est capable de lire entre les lignes. Ben, la devanture est scrap, là, on ne l'aura pas. Hein. Le 470 millions qu'on a envoyé là-bas, au lieu de garder ici, on ne l'aura pas. Les usines de Nordvolt étaient avec des équipements chinois, probablement de CATL, Cattle. Et là, on va les voir pour dire, pouvez-vous nous sauver? Hein? Ça vous tente-tu d'investir en nous? Donc, imaginez-vous, on a mis des milliards pour se passer de la Chine, pour dire à la Chine, on va être capable de développer des batteries nord-américaines. Et qu'est-ce qui arrive? On va redevenir une usine chinoise. Enlevez les tarifs, là. Okay. C'est fini le niaisage, là. Si la Chine prend le contrôle de Nordvolt et est installée ici, en passant, la Chine était déjà derrière Nordvolt, un des actionnaires, le numéro 2, je pense, est un grand producteur de lithium, là. Donc, on joue à l'hypocrite pour nono, puis à coups de milliards en plus, avec nos milliards. Il faut le faire, hein?
Qu'est-ce qui arrive avec l'abolition du prix plancher du pétrole, hein, du gaz au Québec? Fitzgibbon avait dit que ça fallait que ça passe immédiatement. J'ai comme l'impression que le lobby est venu enterrer ça, le lobby du pétrole, hein, des pétrolières, parce qu'ils ont un avantage total à garder un prix plancher. Là. Ils peuvent pas vendre le pétrole plus bas. Imaginez-vous, dans notre société aujourd'hui, on a ça. Hein? Au lieu qu'il y ait des guerres de prix, qu'on paye de moins en moins cher le pétrole, le gouvernement avait mis ça, bien entendu, hein, pour protéger les plus petits. Les plus petits sont tous disparus pareil. Et eux autres, en mettant un prix plancher, ils s'assurent d'avoir un revenu minimum de TPS et TVQ qui rentre. Fitzgibbon a fait une grande annonce pour dire que ça n'a pas de bon sens dans notre société qu'on ait ça. Plus rien, pas tout. Là, avec son départ, pensez-vous que ça va passer? C'est ça que j'aime pas des lobbies. Hein? Ils viennent protéger leurs choses, mais à un moment donné, quand un ministre dit quelque chose, puis on s'en va là, puis on se rend compte que ça n'a pas de bon sens, les lobbies, à un moment donné, devraient dire, regarde, je t'écoute pas, viens pas me déranger. Qu'est-ce que le lobby du pétrole est venu vendre comme idée pour qu'on étouffe cette nouvelle-là? Qu'est-ce qu'ils ont donné en échange? Rien. Mais on paye tout un peu plus cher. Là, on n'est pas dans le lait, là, dans le pétrole. Le Journal de Montréal fait un grand reportage. Maintenant, le Journal de Montréal, il est samedi, dimanche. Hein, donc, ils font un grand reportage sur le Québec pourrait être la Norvège. Avec l'électrification des transports, s'il te plaît. On est cassé comme des clous. Hein? La Norvège a utilisé le pétrole pour tuer le pétrole. Maintenant, c'est presque 100% des autos vendues maintenant qui sont électriques. Il y a une prime à payer pour une auto à gaz. Et la Norvège a compris longtemps avant nous autres. Nous autres, on est un peuple de non. On a dit non plusieurs fois au pétrole ici. On a tout enfermé. On a dit non à la création de richesses en n'exportant pas le gaz naturel liquide. On a dit non à peu près à tout. On ne peut pas se faire comparer à la Norvège. Ça coûte de l'argent, faire une transition et installer des bornes et donner des subventions aux gens qui achètent des autos électriques. La Norvège l'a compris, mais ils sont riches. Ils vendent du pétrole à tout le monde. Je vous amène le 1er décembre 1975. Attention, là, on est en 1975, ça va faire mal à vos yeux, là. Ça va faire mal à vos yeux. Attention, on est là. Poste, entendre le principe, mais non reprise du travail. La Poste est en grève. En 1975, la grève, elle a duré... il y avait 22 000 employés, on est rendu à 55 000 employés. Pendant ce temps-là, ben, ça a beaucoup baissé. Là. Son offre d'1,70 $. Le gouvernement a refusé de céder sur la question salariale maintenant qu'au bout de son offre, 1,70 $ d'augmentation horaire répartie sur 30 mois. On voulait avoir ça. 42e journée de grève, mais là, on est en 1975. Là. Il n'y a pas d'alternative. Là. Ça a dû faire mal à l'économie en tabarnouche. Pas seulement à l'économie d'ici, mais il fallait qu'ils appellent tous les autres pays qui envoient des lettres pour dire envoyez pas des lettres, là, on est fermé. Là. On est en 1975. Mais ils sont encore en grève. La Poste, je pense que je l'ai dit l'autre jour, je ne me souviens pas, mais ont passé leur vie en grève depuis 1968. Je pense que c'était 26 conflits, je pense. Quelque chose d'assez élevé quand même. Donc, une fois de temps en temps, on voit des conflits dans la... Puis j'en ai présenté ici plusieurs fois, là. Donc, comment finance? L'économie canadienne recule pour le 6e trimestre consécutif. Quand une entreprise recule pour 6 trimestres consécutifs, la plupart des entreprises vont regarder et dire « il faut que je prenne action. Il faut que je fasse les choses différemment. Ce que je fais ne fonctionne pas. Comment je peux renverser la vapeur? » Justin Trudeau ne se fie qu'à la Banque du Canada. La Banque du Canada a un rôle à jouer, bien évidemment, mais ce que Justin fait, ce que leur équipe font, ce que son équipe fait, ne donne absolument rien à l'économie.
Donc, à un moment donné, tu dois dire, il faut que je fasse quelque chose. Là, il essaye avec la TPS. C'est pas ça. Ça va juste créer un paquet de merde là, pour tout le monde. Donc, l'économie recule, on est à 1%. Donc, c'est le sixième trimestre, c'est 18 mois en ligne où on stagne. Là. Mais l'épargne, et c'est ça qu'il faut se poser comme question. L'épargne en 2019 était de 3% des ménages. Maintenant, les gens ont un taux d'épargne de 7%, ce qui est excellent. L'épargne, c'est la liberté. C'est ce que je vous dis à tous les jours. Ce qui est excellent, c'est important d'épargner. Au lieu d'attendre après tout le monde, on investit notre propre argent. Parfait. Mais pourquoi qu'on épargne? Il faut comprendre. On épargne parce qu'on a peur pour le lendemain. Si on épargne parce qu'on a du surplus, c'est bon. Si on épargne parce qu'on a peur de perdre notre job, on a peur que l'économie aille moins bien et on va avoir des réserves, c'est moins bon, puis c'est ça qui se passe. Le sentiment, lorsqu'on regarde une économie qui recule, un dollar qui recule, ben les gens se disent, ouais, OK, on va m'en mettre de côté. Pas pour investir, pour dire, hey, regarde, j'ai du gravy, je vais aller au restaurant puis je vais m'en mettre de côté. Non, ils prennent leur argent discrétionnaire, puis au lieu de le dépenser, ils le mettent de côté. C'est pas bon pour l'économie. Mais c'est parce qu'on a un sentiment que l'économie vacille un peu. Puis, l'économie va bien quand même. L'économie américaine roule à plein régime, mais à coup d'endettement, il ne faut pas l'oublier. Donc, mais on voit de plus en plus des fermetures. On voit de plus en plus des gens qui cherchent l'emploi. Hein? C'est pas juste sur LinkedIn, on le voit sur Facebook maintenant, je vais perdre ma job. Si vous connaissez quelqu'un, donc les gens s'ouvrent un peu plus sur j'ai de la misère à me trouver un emploi, je vais perdre ma job. Donc, on peut le voir. On peut le voir que c'est ça. Puis, les entreprises qui vont survivre dans les prochaines années vont être des entreprises comme la mienne. J'ai confiance pour les prochaines années parce que j'ai une structure de coût qui est vraiment flat et une structure de prix qui est vraiment abordable. Donc, ces entreprises-là vont passer au travers. Les entreprises qui offrent des rabais constamment, les gens vont se tanner. Puis on le voit de toute façon. Hein? On le voit parce que, regardez, Red Lobster est l'exemple parfait de donner des rabais à tout prix. Ben, à un moment donné, ils en ont tellement donné qu'ils ont été obligés de fermer les portes. Écoutez, on parle... je vous présente une fille, je connais pas. Elle ne connaît pas pantoute, mais je vous la présente pareil. Elle s'appelle Sophie Rain. Elle est une influenceuse OnlyFans. Elle a l'air d'avoir 15 ans, ceux qui peuvent l'avoir. Elle a 20 ans. Et elle a généré sa première année sur OnlyFans 43 millions. Je n'ai pas été voir. Bien évidemment, là. J'ai jamais vu son compte Instagram. Je ne sais pas ce qu'elle fait. 43 millions de dollars. Qu'est-ce que ça dit? Hein? Bon, elle doit faire du bon contenu. Je ne sais pas quel genre de contenu qu'elle fait. Mais l'autre jour, je vous en ai montré une aussi. Sa première journée, elle a fait 54 000. Elle a l'air de 13 ans. Il y a quelque chose de pas sain dans ça quand même. Là, t'sais. Mais en même temps, mettons, je n'ai pas été voir, je ne sais pas ce qu'elle offre. Là, hein? Mais si elle a trouvé la bonne twist, j'essaie de penser, j'ai pas de fille, mais si j'avais une fille, puis elle avait un compte OnlyFans, comment je verrais ça? Ça dépend jusqu'où qu'elle va, bien évidemment, mais si tu peux gagner ta vie en faisant du contenu différemment, puis qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, je te dirais, vas-y, all-in. All-in, on s'entend, là. Sois respectueuse de ton corps puis de ce que tu offres, mais quand même, 43 millions, première année. On parle pas de 100 000, là, je pense que c'est ce que Lisanne Nadeau avait dit qu'elle avait fait, je pense, là. 43 millions, c'est beaucoup d'argent, là. Isabelle Boudreau, là, de l'UQAM, là, elle en fait de l'argent, elle se promène à Eurus. Moi, j'attends encore après le mien. Taiga. Et Lyon. À Lyon, il y a certains investisseurs, parce que c'est un SPAC, Special Purpose Acquisition Company, qui ont l'impression que se sont fait avoir, ceux qui étaient déjà là, Norton Genesis, Taiga aussi. Donc, il y a plusieurs maintenant, des investisseurs qui disent « Hey, attends un peu là, OK? Moi, j'ai investi en toi parce que tu m'as mis ça juste du rose. Hein? Tu as surestimé tes ventes,
Tu as menti en dévoilant pas tout ce qui devait être dévoilé dans les états financiers. Et on n'est pas content. Ben là, maintenant, ils poursuivent une entreprise. Il n'y a pas une scène. Les deux n'ont pas une scène. Donc, tu sais, à un moment donné, si tu veux poursuivre quelqu'un, poursuis quelqu'un qui est capable de payer, parce qu'à la fin, tu vas avoir une belle victoire, mais tu ne gagneras pas. Hein? Mais, cependant, je pense que ça vaut la peine d'aller au bout de ça pour dire, regardez les compagnies, là, si vous faites ça, là, on va vous poursuivre. Donc, Lyon a une poursuite sur le dos. Et Taiga, maintenant, une poursuite sur le dos pour avoir menti. Ils nous ont menti. Ils nous ont menti. Lyon nous a menti effrontément. Effrontément. Et j'en reviens pas encore que les deux actionnaires principaux se sont retirés 50 millions de dollars en vendant des actions dans le plus haut. Et les autres, ils savaient là, que c'était de la merde ce qu'ils nous offraient comme service. Là. Faut les poursuivre. Quand même que ça donne rien, faut renvoyer le message, mais vous savez, ça changera absolument rien. Absolument rien, parce que les entreprises vont continuer à faire ça. Puis un coup qu'ils sont en faillite, ben, tu sais, Bédard de Lyon, là, quand même qu'une poursuite, il ne sera pas poursuivi lui personnellement, là. Hein? Puis il n'y aura pas de danger, là. C'est juste la compagnie qui va l'être. Est-ce qu'on devrait avoir une réserve de Bitcoin comme l'or? Hein? De plus en plus de gens en parlent. Il y a une philosophie aux États-Unis qui n'est pas folle, mais en même temps risquée. Le Bitcoin, en ce moment, il n'a pas encore atteint le fameux... il est pogné à 96 000. Il y en a qui disent qu'il ne montera jamais à 100 000. Ben, il est là, 96 000. Qui vont monter 1 million, on ne le sait pas. Est-ce que les pays ont toujours fait une réserve d'or? Le Canada en a plus. Le pays comme le Salvador qui avait misé sur le Bitcoin doit être mort de rire en ce moment, puis d'autres pays aussi, puis des gens qui ont misé sur le Bitcoin, mais il est à son plus haut niveau. Est-ce qu'il s'en va vers 300 000? Est-ce qu'il s'en va vers 1 million? Si le gouvernement américain décide de se faire une réserve de Bitcoin, ce qui est possible sous Trump, et sur un de ses bras droits, il est investisseur, je pense, dans Tether, donc dans la crypto aussi. Ce qui serait pas fou, puis les États-Unis sont endettés en tabarnouche. Mais regardez le pari, puis là, on est dans le pari. Là. Ils se font une réserve de Bitcoin. Dans 10 ans, 15 ans, ça vaut 300 000, 1 million. Mettons. Ben, la réserve qu'ils ont faite, ils pourraient payer leur dette avec ça. C'est ce que le Canada avait fait à un moment donné pour rembourser une partie de ses dettes en vendant tout l'or qu'il y avait. On n'a plus de réserve d'or au Canada. Mais c'est un pari énorme. Est-ce que Trump est prêt à prendre ce pari-là? Puis en vendre à mesure que ça monte pour rembourser la dette? Tout un pari, mais il y a le pouvoir d'influence d'aller vers là. Donc, c'est pas fou, mais c'est quand même risqué. C'est quand même risqué. Combien ça vaut Hasbro? Hasbro, qui est le Monopoly, qui est aussi dans Donjons et Dragons, hein, je pense. Je vous emmène ici. Ça traîne de la patte un peu. Là. Ça va bien, mais pas comme bien, pas tellement. Là, il est en descente, mais pourquoi je vous demande ça? Parce que c'est Elon Musk qui a posé la question. Je pense qu'ils veulent laisser tomber le jeu de Donjons et Dragons, puis Elon Musk il dit combien ça vaut? Ben, en ce moment, la market cap est de 9 milliards. Mais combien ça vaut pour l'acheter? Ben, c'est entre 8 et 10 milliards techniquement basé sur le prix des actions. Et quelqu'un dit, ben, tu pourrais l'acheter de moitié. Ben, ça ne marchera pas de même. Il faudrait que l'action tombe royalement. Donc, est-ce qu'Elon Musk va acheter Hasbro? Il ne faut pas oublier qu'il est le plus riche au monde sur papier. Donc, il peut vendre une coupe d'actions de Tesla pour se payer Hasbro. Mais bon, Hasbro, depuis 5 ans, ça ne va pas vraiment nulle part. Pendant que je suis là, je vous présente, écoute, je la connaissais pas pantoute. Mais on parle tout souvent, regardez ce graphique-là, ceux qui ne le voient pas parce que vous êtes en podcast, vous irez voir l'action FICO, F-I-C-O. Cette action-là, cette compagnie-là, depuis 10 ans, rapporte du 40% annuellement en moyenne. Il y a eu des années à 50%. C'est quoi FICO? Ce que j'ai essayé de comprendre rapidement, c'est à peu près l'équivalent d'Equifax. Donc, les banques ont besoin aux États-Unis comme ici Equifax, notre score, ben c'est exactement comme ça FICO, ce que j'ai compris. Et c'est rentable.
c'est rentable en tabarnouche. 40%. On n'est pas avec NVIDIA, là. On a peur de la bulle d'NVIDIA, là. Regardez, si je regarde la bulle ici, je vais aller mettre le graphique d'NVIDIA là. Ça, c'est ce que vous voyez en ce moment, c'est Prime. Je le suis, mais il reste... si on regarde NVIDIA, ici, ben regardez vite fait, là. Ça, c'est la courbe d'NVIDIA. Regardez la courbe. Donc, c'est à peu près la même chose, puis elle est plus stable en plus. Donc, c'est intéressant de voir qu'autre chose que l'intelligence artificielle, il y a aussi d'autres entreprises qui rapportent énormément. Énormément. FICO, quand même, une valorisation de 57 milliards à la bourse. C'est pas rien, là. Ce n'est pas rien. Hein? J'en parle souvent hein, les entreprises, 80% des employés vont être parfaits, vont avoir l'augmentation, 10% méritent ça c'est dans les entreprises où ce que la méritocratie est là, 10% des entreprises, des employés méritent plus, et 10% devraient être congédiés à chaque année, ceux qui traînent la patte. Mais bon, il y a personne qui a vraiment, il y a quelques entreprises qui ont le courage de faire ça, et qui le font. Hein, on n'entend pas toujours parler. Mais une nouvelle façon aussi de le faire, c'est de mettre l'employé dans son caca qu'on appelle. Le Performance Improvement Plan. Tu rencontres ton employé, puis tu dis, regarde, voici les places où ce que tu devrais améliorer, et tu signes en bas. Hein. Quand Alexis avait des mauvaises notes par paresse, là, quand il était en secondaire 2, il avait signé l'équivalent de ça, puis je me souviens, le directeur de Jean Eudes avait dit, ben là, Alexis n'aurait pas respecté son plan, donc... par définition, il n'a pas respecté son contrat, donc par définition, le contrat est nul, donc Alexis, je te calisse verra. C'est à peu près ça. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Là, je dis, hey, c'est un enfant. Tu ne mettras pas dehors comme ça, là, tu vas le garder. Puis moi, je vais m'occuper de serrer les ouïes. Serrer les ouïes, là. Les ouïes, ça va être les bras. Ça. C'est quoi les ouïes? C'est ici, là? C'est où les ouïes? Mais dans le fond, c'est ça. Hein? Tu fais signer, tu gardes, voici ce que tu t'améliores, voici ce que tu traînes de la patte. Et là, après ça, la balle est dans le camp de l'employé. C'est à lui de prendre la responsabilité de garder sa job. Ben, en 2019, en moyenne dans les entreprises aux États-Unis, il y avait 33 employés par 1000 qui étaient sur des plans d'intervention qui se sont mal terminés pour l'employé. En 2024, on est rendu à 50 employés par 1000. Donc, faut se prendre en main. C'est votre responsabilité de vous améliorer. Regardez, on a l'arrivée de ChatGPT et de l'intelligence artificielle. Si vous attendez une formation pour vous former, comment à l'utiliser, de comprendre, ben, venez pas chialer par la suite. Hein? Venez pas chialer, vous êtes sur un plan d'intervention. L'employeur a une part à faire, mais l'employé a sa part aussi à faire. Mais dans des environnements syndicaux comme ça, là, on le voit pas. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ben, le plan de Performance Improvement Plan fait bien du sens. Hein? Maintenant, je vous ai dit, il y a beaucoup de stock aujourd'hui. Je vous montre une image, c'est pas une image de... J'aurais pu vous montrer OnlyFans. Allez pas vous abonner, là. Hein? Elle a assez d'argent, pas besoin de la vôtre. Google est fait pour les vieux. Voilà le constat. Parce que là, on veut démanteler Google de plus en plus, puis je me considère très jeune techno. Je n'utilise plus Google, ma première place de recherche. Première place de recherche, c'est maintenant Perplexity. Quand je prépare pour les débatteurs ou quand je prépare pour ici. Donc, je vais chercher Perplexity en premier. Google a toujours sa place. Tout le temps. J'utilise un peu ChatGPT depuis un mois que SearchGPT, mais je n'ai pas le réflexe encore d'aller voir ça. Mais regardez, les parts de revenus de recherche de Google, en 2018, on parlait qu'il y avait 60% du marché. Et on pense qu'en 2025, il va tomber à 50% du marché. Quand on cherche quelque chose, hein, maintenant, on va chercher sur TikTok, on va chercher sur Amazon aussi. Parce que la plupart du temps, quand on cherche de quoi, à part de comment filtrer mon huile, là, ou ce que je cherche sur Google, puis dans tous les engins de recherche d'intelligence artificielle qui existent pour m'aider à trouver une solution, mais quand je cherche un produit, je m'en vais sur Amazon. Tout de suite, de toute façon, dans Google, les premiers targets, c'est Amazon. Donc, Microsoft, ben, c'est Bing.
Mais il y en a de plus en plus. J'utilise aussi Presearch, un autre engin. Donc, il y a de plus en plus d'engins de recherche de disponibles qui offrent autre chose que Google. Donc, Google est déjà designé comme étant un engin de recherche fait pour les personnes âgées, imaginez-vous. Hein? Donc, lorsqu'on veut le démanteler, parce qu'on voit les revenus de Google qui augmentent, bien, regardez, les revenus de Google augmentent surtout. Oui, la search augmente, mais commence à se stabiliser. Et YouTube Ads reste stable, augmente un peu. Mais c'est les autres revenus, le cloud et les autres revenus de Microsoft, de Google qui prennent le relais parce qu'on voit que en 2020, il y avait 40 milliards de revenus. On est à 90, presque 100 milliards de revenus maintenant. Donc, lorsqu'on veut démanteler, et c'est ça que Google va tout faire pour dire, regarde, je perds des parts de marché. Tu peux pas m'en enlever. Et même s'ils demandent d'enlever Chrome puis de démanteler, puis le gouvernement canadien aussi est là-dedans, ça va prendre des années et des années et des années. Puis à un moment donné, on arrive à la fin. Et pour dire, regarde, ça fait pas de sens là, qu'on démantèle ça. Fait que, à voir. C'est à voir. J'ai rien oublié ici. Hein, ça va insolite. C'est dimanche. Hein? C'est dimanche, c'est le 1er décembre. Et qu'est-ce qui se passe le 1er décembre? Je suis certain que ça ne change rien dans vos vies. Mais à part ceux qui ont 2 jobs dans les CHSLD, ils ne pourront plus en avoir 2. C'est la rentrée en scène de Santé Québec aujourd'hui. Il ne se passera rien dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, prochains jours. Je sors de voir qu'est-ce qui va se passer à un moment donné sur le changement. Est-ce que ça va avoir fait un changement d'avoir fait un autre organisme avec un Top Gun? Madame Biron, ben, c'est aujourd'hui que ça se passe. Vous savez, dernièrement, il y a un tableau. Moi, ce que je trouve beau, c'est une corde de bois. Il y en a qui trouvent beau, aux autres, c'est une banane accrochée avec un duct tape. Ben, c'est un Chinois qui l'a acheté, puis savez-vous quoi? Il l'a mangé à la banane. Moi qui cherche encore les bananes qui sont à 49 cents de la livre, il l'était la semaine passée chez PA, justement. Mais c'est à peu près 79 cents de la livre, normalement 89 cents. C'est jamais en haut d'une pièce. Hein? Personne n'achète des bananes en haut d'une pièce. La livre, ben lui, il en a acheté une à 8,6 millions, puis il l'a mangé. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette nouvelle-là que j'ai vu passer? Taxi Rose à Montréal, Théo Taxi, qui existe encore, qui a été acheté par Pelado, a décidé de faire des taxis roses conduites par des femmes. Et je ne sais pas si le service est offert juste aux femmes, mais vraiment, je ne sais pas, j'ai quand même à l'aise. Je trouve ça bien, mais est-ce qu'il y a des femmes qui refusaient de prendre le taxi, un Uber, parce que c'est un homme? Qu'est-ce qu'on va aller chercher avec ça? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je ne sais même pas, je sais pas quoi répondre. Si c'est une bonne ou une mauvaise initiative, est-ce que c'est moins peurant de prendre un taxi quand c'est une femme ou pour un homme? Est-ce que les hommes ont le droit? Pourquoi faire ça? Est-ce qu'on est en train de dire prenez le taxi rose parce que les hommes sont dangereux? Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est le message qu'on envoie et qu'est-ce qu'on vise actuellement? Qu'est-ce qu'on essaie de régler comme problématique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, les maudits riches. Scientifiques, ils les aiment pas trop parce que, à un moment donné, les scientifiques aimaient les riches parce que, mettons qu'ils faisaient une recherche, découvraient un dinosaure, puis là, tu vas acheter une tête de T-Rex, hein? Fait que là, à un moment donné, ils ont tout analysé, ils ont fait ça, ils ont trouvé ça par hasard, puis là, ils ont besoin d'argent, et bien, il y a un riche qui achetait. Mais là, c'est plus le cas maintenant. Il y a des entreprises qui se spécialisent dans des places où c'est reconnu avoir des fossiles, puis là, ils vont creuser, parce que la demande pour des têtes ou des bras ou un corps complet de dinosaures est très en demande chez les ultra-riches. Et les scientifiques sont pas contents parce que là, c'est pas eux autres. On n'est plus dans la recherche scientifique, on est dans la recherche d'en trouver. Puis, c'est comme si je te passais une commande. Hein. Trouve-moi un fossile de grenouille à rainettes, parce que j'en ai jamais vu de grenouille à rainettes, mais ils font partie de tous les arrêts possibles des autoroutes qu'on veut faire. Qu'on trouve. Donc, si j'en ai un, je serai acheteur. Hein. Je serai acheteur pour ça. Ben, écoutez, on est rendu à la fin. Je passe au travail. Il y avait tellement de nouvelles, j'ai arrêté de lire la moitié des journaux parce qu'il y avait tellement de stock. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. J'apprécie et passez une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Notre bûche de Noël, elle est sortie. Nos 3 types de bûches, donc venez voir ça dans la section nouveautés. Bye, bonne journée.